Hop, je vais prendre un peu les questions. Voilà. Alors, ça fait plaisir un petit live du vendredi matin. Ouais, ouais, bah, j'essaie au fur et à mesure. Là, je suis revenu sur un fuseau horaire qui est beaucoup plus simple pour être en direct avec vous. Ça si, je sais pas, les autres m'ont pas fait remonter l'information, donc je pense que c'est bon. Ellie qui dit: «Attache à syndicat, c'est pas assez pour moi, profit». Ah oui, bah, effectivement, si tu es rentré à 100 ou 105, je peux le comprendre. Par contre, ne sois peut-être pas trop gourmand parce que, bah, il y a un moment où ça corrigera. L'Ether ne bouge pas, mais BlackRock t'a acheté une masse d'Ether. Mais c'est normal, on est toujours en fait sur une dominance du BTC. Tant qu'on aura une dominance du BTC, on n'aura pas, d'injection de liquidité dans la partie altcoin. Pour rappel, hein, les liquidités historiquement, elles sont arrivées d'abord sur le BTC, ensuite elles sont parties sur les, grosses capitalisations, donc, l'Ether est globalement le top 10 et après on part sur du mid cap et du small cap. Donc tant qu'on a encore ces dominances du BTC et c'est un élément qu'on surveille qui est hyper important, heu, on reste sur ce format-là. Je vois qu'on est déjà 150, en live. Pensez à mettre un like, hein. Ça nous aide en fait à faire référencer, la chaîne. Pensez à mettre un petit pouce bleu et un commentaire après, à la fin de la vidéo. Ça fait plaisir. Bisca qui dit: «Envoyé spécial sur la 2 sur les cryptos hier soir, pas encore vu replay». Eh ben, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je l'ai pas vu du tout. Je ne savais même pas qu'il y a une émission. Je regarde pas la télé. Du coup, il y a que quand on vient m'en parler en fait de ce genre de choses. Mais, dites-moi si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Ça peut être, sympa d'échanger sur le sujet. J'irai, peut-être que je regarderai en replay, les différents éléments. Romain Vial, je suis parti déjà il y a plusieurs années, je vis en Thaïlande. Donc, on avait déjà fait un live un petit peu sur la partie fiscalité, on en avait parlé avec, Théo la dernière fois, des raisons, de pourquoi je suis parti. Alors oui, c'est quand on a la majorité de la fameuse qui semble être un fantasme maintenant. Non, non, si on regarde aujourd'hui les différents cycles, qu'on prend des infos d'un point de vue, factuel, heu, on n'est pas, comment dire? On n'a pas eu d'alt season. Et on est encore dans les temps, en fait. Si on regarde par rapport aux données historiques, on est toujours dans les temps, sur des cycles, qui sont comme ça. Après, moi, ça m'étonnerait pas d'avoir un cycle qui soit plus allongé. Aujourd'hui, on attend vraiment de voir les liquidités qui sont injectées, on attend de voir, ce que va faire la Fed et c'est la première fois depuis la création du BTC qu'on est sur un marché économique qui ressemble à ça, en fait, où il y a eu des problématiques avec l'inflation et autres, chose qu'on n'avait pas eu, sur les précédents cycles. Donc c'est possible que ça soit un peu plus long. Mais ne pas avoir de alt season, j'y crois pas une minute. Parle-nous des taxes toutes les 8 heures, s'il te plaît. J'ai pas compris la question, mais on a fait un live complet sur le sujet et à ce propos, j'ai fait une vidéo moi avec un avocat fiscal spécialisé en crypto. Il y a le lien qui est dans la description, vous pouvez aller, le voir. Vous accédez à la vidéo, vous rentrez juste votre email, vous la recevez, par email et ça répond aux questions les plus posées, dans le secteur des cryptos. EGLD, nouvelle ATH, tu y crois? Je prends les questions au fur et à mesure, hein, des fois, donc on va peut-être, reprendre un peu les différents sujets. EGLD. EGLD, ça fait partie justement, des cryptos. Attendez, je vais vous, on va le reprendre. Hop, EGLD, qui est Multiversix. Aujourd'hui, ça a été renommé comme ça. Hop, je vais vous le montrer. C'est une crypto sur laquelle je n'ai jamais investi et sur laquelle je n'investirai pas, tout simplement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on parle, par exemple, du shilling de crypto, ça, c'est l'exemple typique. Ça a été, à une époque, mis en avant de manière très, très agressive par pas mal d'influenceurs, dont la communauté, francophone. Mais quand vous regardez les produits derrière et l'utilisation, elle est juste catastrophique. La partie, dev, pour moi, elle a aucune valeur ajoutée. Et en fait, ce genre de projet-là, ils ont surfé sur, le fait que Ethereum était assez cher à une époque et l'est toujours pour beaucoup de personnes pour faire de la finance décentralisée, mais ça n'apporte aucune valeur supplémentaire. C'est pas un écosystème qui a apporté
des fonctionnalités qui sont vraiment différentes. Il y a quelques produits français qui ont été développés dessus, mais est-ce qu'il va retourner faire un ATH? J'en ai aucune idée. Il y a beaucoup de cryptos qui ont fait un ATH en 2021. Là, vous le voyez, hein, à 300, quasiment 400 dollars. Je sais pas, il est à combien? On va regarder. ATH 542 dollars, exactement. Qui ont fait des ATH comme ça et qui ne retrouveront jamais leur ATH. Ça, c'est hyper important. C'est pas parce qu'une crypto a atteint un point en termes de prix en 2021 que cette année ou l'année prochaine, elle va atteindre à nouveau le même prix. Parce que si les fondamentaux entre les deux ont changé, et surtout, si aujourd'hui la seule valeur ajoutée qu'ils ont, c'est de dire on est plus rapide et moins cher qu'Ethereum, bah, vous êtes gentil, mais en fait, des produits comme ça, il y en a 200 sur le marché à l'heure actuelle. Donc, ils avaient profité d'une certaine hype à l'époque. Au niveau de l'unlock, effectivement, il y en a beaucoup qui ont été unlockés. Donc, il y en a beaucoup qui sont en circulation. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes à regarder, hein, quand vous regardez sur un produit. Et après, si on va sur DeFi-Yama, parce que quand on est sur ce type de plateforme, ce qui est important de regarder, c'est globalement à quoi ça sert. Comme je vous le disais, c'est plutôt une plateforme qui est censée servir à la finance décentralisée. C'est un peu la manière dont il a été marketé et autres. Hop. Vous voyez, si on prend aujourd'hui, c'est juste honteux en fait. Regardez, il y a eu une hype 2021 et aujourd'hui, c'est un protocole qui est plus utilisé. 70 millions de valeurs bloquées sur le protocole avec 23 protocoles dessus. C'est pour moi un protocole qui a été abandonné. Il y a des protocoles qui sont plus récents qui font exactement la même chose où il y a plus de liquidité. Pourquoi les gens déplacent les liquidités d'un protocole à un autre? C'est tout simplement pour aller récupérer du rendement. À partir du moment où il n'y a plus d'incitation économique, s'il n'y a pas une vraie valeur ajoutée dessus avec des vrais protocoles qui sont uniques à cet écosystème-là, les gens passent de l'un à l'autre en fait. Regardez, 70 millions, si on compare par rapport à ce qui se fait sur les autres, hein, on parle en milliards à côté. Ne serait-ce que sur Solana, qui est un écosystème, comme je vous dis, que je porte pas forcément dans mon cœur pour plein de raisons, mais ça, chacun en pense ce qu'il veut. On est sur des montants qui sont juste démentiels. Même, regardez, même des protocoles qui sont beaucoup plus récents, BitLayer, qui est une surcouche sur Bitcoin, 420 millions. Même Cardano, vous n'allez pas me dire, il n'y a pas d'écosystème sur Cardano. L'écosystème, il est vide sur Cardano. Il y a 376 millions. Même des protocoles qui sont sortis là, il n'y a pas longtemps, Teco, 300 millions. Vous voyez? Bon, donc, on ne peut pas parler de produits qui est propre. Après, les active adresses, je pense qu'elles sont pas bonnes, parce que pour le coup, il n'y en a pas zéro. Il y a quand même des gens qui utilisent cet écosystème. Mais voilà, moi, ça fait partie des choses où je pense que beaucoup de personnes se sont fait arnaquer à cause de ces influenceurs français qui les ont mis en avant, en fait. Hop. Alors, attendez, je vais remonter. J'essaie de prendre les questions au fur et à mesure. J'essaie de regarder rapidement. J'essaie de rapidement regarder au fur et à mesure. Mais voilà, quand je suis tout seul, c'est un peu compliqué. Alors, ZZZ, je veux dire, est-ce qu'on doit atteindre l'ancien ATH soit dépassé pour commencer à vendre? Non. Si par exemple, là, on prend le cas de l'EGLD. En ce moment, il vaut 20 dollars. L'ATH, on a dit qu'il valait 540 dollars. Tu ne vas pas attendre 540 dollars pour prendre des profits. S'il atteint ne serait-ce que 100 dollars, tu as déjà fait un x5 dessus. x5, c'est déjà énorme pour la plupart des cryptos. Il faut que tu prennes des profits. Par contre, la personne qui est rentrée à 500 dollars en 2021, lui, il va être obligé d'attendre un ATH pour pouvoir à nouveau prendre des profits. Donc, plus vous consolidez, plus vous prenez, vous achetez bas, plus vous avez la possibilité de sortir tôt. Et il ne faut pas se gêner. Moi, je prends cet exemple-là. En 2021, j'avais acheté en 2017, 2017, non. 2017, j'en ai pas acheté, j'en ai acheté en 2018. J'ai acheté en 2018 du BNB aux alentours des 15-17 dollars à peu près. Quand il est monté à 350 dollars, j'ai commencé à en vendre. Les gens autour de moi me disaient, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, mais moi, je prends mes profits. Je suis rentré de ces dollars, j'ai fait un x20 dessus.
Les gars, je ne vais pas m'asseoir sur un x20. Et j'en ai vendu après à 500 jusqu'à 600 et quelques dollars. Mais les gens ne comprenaient pas ça. Parce que si à 400 $ ça s'était retourné, j'aurais été très content. Et il y a énormément de personnes qui n'ont jamais pris de profit, qui ont vu leur portefeuille monter à des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars. Et quand il est redescendu, ils se sont dit mince, j'ai pas pris de profit et qui s'en veuillent encore aujourd'hui parce que psychologiquement, dans leur tête, leur bague vaut ce prix-là. Il vaut le montant total qu'ils ont atteint. Sauf qu'en fait, la plupart des cryptos qu'ils ont aujourd'hui en portefeuille ne retrouveront pas leur ATH. Attention, la majorité des cryptos dans le secteur des cryptos ne remontent jamais à leur ATH. Prenez historiquement les cryptos qui sont sortis 2013, 2017, 2021, vous prenez leur pic, vous regardez, c'est des exceptions, celles qui ont atteint de nouveau leur ATH. C'est-à-dire que le fondamental il est toujours présent, c'est-à-dire que les équipes ont continué de builder, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours un intérêt derrière. Donc, c'est hyper important à ça. Donc, si jamais tu as des performances qui sont intéressantes, prends des profits, c'est hyper important. Hop. J'essaie de regarder au fur et à mesure, voir si vous répondez comme ça. Personnellement, je regrette de ne pas avoir écouté Nabila quand elle avait dit d'investir dans le Bitcoin, mais je ne sais même pas pourquoi ces profils-là, ils ouvrent leur bouche sur ces sujets-là. Mais bon. Report qui dit n'empêche, en novembre 2021, tout le monde parlait que le Bitcoin allait topper 100K et maintenant plus personne n'ose faire de pronostics, c'est plutôt bullish. Si, il y en a encore un paquet qui font des pronostics, ça c'est à chaque phase euphorique, tu en verras, ça arrive très régulièrement. Et à partir du moment où vous avez un consensus, ça c'est hyper important, à partir du moment où vous avez un consensus, c'est généralement assez mauvais. Et par exemple, si on prend le cas de Plan B, qui est une personne qui fournit le modèle du stock to flow, qui est un modèle qui était très suivi, à partir du moment où le BTC a recorrigé, il a recorrigé son modèle pour à nouveau faire matcher le modèle. Donc, les modèles mathématiques, c'est bien jusqu'au jour où ils ne marchent plus. Donc, pareil, regardez tous les modèles. C'est important d'en avoir un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir les corréler ensemble pour arriver à avoir une vision qui est la plus claire possible. Alors, justement, tiens, je vais regrouper un petit peu les questions. P2R, tu investis dans quoi d'autre que les cryptos? Et après, Alexandre qui dit quelle part maximale pour une crypto convaincue de représenter la crypto dans un patrimoine global? Alors déjà, premier élément, ça dépend des profils. C'est-à-dire qu'un profil comme le mien, où j'ai une trentaine d'années, et une personne qui va avoir une cinquantaine d'années, on ne va pas avoir la même répartition de notre patrimoine dans les cryptos. Pourquoi? Parce que la personne qui a une cinquantaine d'années va plutôt viser en général, et je dis bien en général, va plutôt viser un complément de retraite ou un substitut à sa retraite. Quand vous allez avoir 20, 30, des fois 35, 40 ans, vous allez plutôt chercher une liberté financière. Donc, vous n'allez pas forcément avoir la même allocation. Certaines personnes qui ont déjà une cinquantaine d'années, souvent, historiquement, elles ont déjà de l'immobilier parce que avant la crypto, c'est ce qui se faisait bien. Beaucoup de personnes disent il faut acheter de la pierre parce que la pierre, ça reste. C'est comme ça. Après, il y a de l'immobilier papier, tout ce qui est CPI et autres. Il y a des personnes qui vont avoir des métaux précieux et il y a des personnes qui vont également avoir tout ce qui est assurance vie. En France, on aime bien, parce que j'ai le soleil qui commence à arriver sur le côté, il y a des personnes qui aiment bien tout ce qui est coque fiscale. En France, on est champion des coques fiscales spécialisées parce que la fiscalité est tellement complexe, j'ai envie de dire, qu'il faut des coques fiscales pour tout et n'importe quoi. Dans des pays anglo-saxons, ça n'existe que très peu. C'est plutôt des produits très standardisés et tout le monde a à peu près les mêmes produits. Donc ça dépend, on va dire, déjà de votre parcours. Ça dépend également aussi de combien vous allez gagner. Une personne qui va être par exemple au SMIC, elle n'a pas la même capacité d'investissement qu'une personne qui va gagner 5 000 – 6 000 € par mois. Vous voyez, on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc on n'a pas les mêmes objectifs non plus. Une personne qui, par exemple, dont l'objectif est d'avoir un petit plus. Alors attendez, je vais juste, je suis désolé, je vais juste descendre le rideau. Comme je disais, je ne suis pas chez moi, je vais juste descendre le rideau parce que sinon, je ne vois plus du tout l'écran.
Oui, c'est les aléas, c'est les aléas du live. Euh, donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, en fonction de vos objectifs, une personne qui va avoir un SMIC, qui va pouvoir, je ne sais pas, mettre de côté 50 € par mois pour le mettre dans un support d'investissement, si elle a zéro patrimoine, bah, globalement, elle va pas pouvoir emprunter en immobilier. En immobilier, il faut déjà avoir un certain capital de départ pour pouvoir travailler avec. Ensuite, si elle se dit j'achète de la bourse, c'est bien, c'est une bonne chose. Il faut faire travailler son argent, mais ça ne va pas avoir un impact significatif sur sa vie, en tout cas pas à court terme. La bourse, c'est bien sur des effets composés ou avec un capital de départ qui est plus important. Donc, ces personnes-là vont avoir tendance à avoir un capital plus important dans le secteur des cryptos. Une personne qui a déjà un certain patrimoine, parce que historiquement, elle a mis beaucoup plus d'argent ou elle a un salaire qui est beaucoup plus important, elle va avoir tendance à diversifier beaucoup plus ses actifs. Parce qu'il va falloir avoir une certaine stabilité dans son patrimoine et surtout, elle ne va pas avoir les mêmes attentes. C'est-à-dire qu'une personne qui pose 100 000 € sur la table, elle fait 1 fois 5, ça fait 500 000 €. 500 000 € que vous mettez à travailler, vous avez votre liberté financière pour la plupart des personnes. Voilà, c'est à peu près un montant 500, 700 000. Vous avez une liberté financière qui est déjà atteinte. Comme je disais, une personne qui va investir 50 € par mois, c'est pas un reproche ou quoi que ce soit, hein, c'est juste d'un point de vue factuel. À la fin de l'année, elle a mis 600 €. Si elle fait un fois 5 sur ces 600 €, ça lui fait 3 000 €, ce qui est très bien, ce qui va peut-être lui permettre de se payer des vacances, ce qui va permettre de se payer un petit surplus, mais ça ne changera pas littéralement sa vie en fait. Vous voyez, on ne va pas avoir la même répartition, on ne va pas forcément avoir la même chose. Moi, dans les supports qui vont m'intéresser, c'est plutôt des supports qui vont être financiers. Après, il y a des supports immobiliers, mais pas des supports immobiliers en France. J'ai la chance de beaucoup voyager depuis très longtemps, d'avoir quitté la France il y a déjà plusieurs années. Euh, et à partir du moment où vous n'avez plus cette pression fiscale que vous avez en France, vous avez des opportunités qui sont beaucoup plus ouvertes. Par exemple, quand j'étais en Estonie, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui lançaient des startups et donc devenir business angel, c'était possible. Après, c'est pas les mêmes risques. Il y a des rendements qui sont plus importants, mais il y a des risques qui le sont tout autant. Et arrivé à un certain niveau de patrimoine, on vous apporte des opportunités. Donc, vous avez la possibilité de racheter des business, vous avez la possibilité de vous diversifier sur des supports auxquels vous n'avez pas accès en tant que euh, particulier ou lambda, et aussi en fonction des personnes que vous avez fréquentées. Quand vous avez fréquenté des personnes qui ont plusieurs millions de patrimoine, ils vont vous donner l'accès à certaines opportunités parce que eux, ils ont des contacts sur ces éléments-là. Donc après, la part de crypto dans votre patrimoine global, j'ai envie de dire, elle varie en fonction de votre âge, en fonction de vos objectifs, en fonction de votre situation personnelle. Une personne qui aujourd'hui est exposée à 100% dans les cryptos, pour moi, c'est pas une bonne idée. Et pourtant, j'apprécie vraiment les cryptos. Mais la crypto est faite pour constituer son patrimoine. Et une fois que vous avez atteint un certain patrimoine, il n'y a pas de chiffre. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, comme ça en vous disant à partir de 100 000 €, il faut que vous en ayez tant de pourcents. Parce que 100 000 € pour certaines personnes, c'est juste démentiel. Pour d'autres, c'est une partie infime de leur patrimoine. Vous voyez. Donc, je ne peux pas vous balancer ça comme ça, de cette manière-là. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette partie crypto de votre patrimoine, il faut que vous ayez une certaine allocation. On va dire que tous les mois, vous avez l'épargne de précaution que vous allez mettre de côté. Vous allez avoir déjà cette épargne de sécurité. Si jamais vous avez un pépin dans votre vie, il ne faut pas que vous soyez complètement au dépourvu. Il ne faut pas que vous soyez obligé de vendre de la crypto. Je vois des personnes, et ça me fait mal de voir ça, qui ont pris des emprunts bancaires qui aujourd'hui arrivent à échéance parce qu'ils les ont pris en 2021 et qu'aujourd'hui, c'est des prêts conso et qui voient les performances de l'Ether et qui se disent je vends à perte pour pouvoir rembourser mon emprunt. Et ça, c'est pas normal en fait. Vous ne devriez pas avoir besoin de faire ce genre de choses. N'empruntez pas pour acheter de la crypto. C'est pas une bonne idée. Ou il faut que vous ayez la capacité financière à rembourser cet emprunt de manière complètement indépendante de la crypto. Voilà. Je pense que la parenthèse est fermée. Et après, dans cette partie crypto, vous ne devez pas avoir 100% sur une crypto. Sauf si vous n'avez pas envie de vous en occuper. Et là, vous achetez du BTC. Voilà. C'est comme ça. Vous n'allez pas vous embêter. L'objectif d'acheter des altcoins, c'est de surperformer le BTC. Si vous faites moins de performance que le BTC, arrêtez, achetez du BTC.
là, dans des périodes où il y a une dominance du BTC qui est beaucoup plus forte que les altcoins, c'est normal. Mais je veux dire, si sur les 10 dernières années, et il y en a énormément qui ont acheté des altcoins et qui ont fait moins de performance que le BTC, bah, c'est globalement que vous faites n'importe quoi. Et que c'est le moment de vous former, c'est le moment d'apprendre en fait. Fabi qui dit donc les alts doivent encore monter. On n'a pas eu encore d'alt season. Donc oui, là on attend de voir les performances de l'Ether. C'est ce qui nous indiquera plus ou moins les performances des alts à venir. Mais pour l'instant, on est encore sur une dominance du BTC qui est extrêmement forte. Ouais, Gina, en étant rentré au moment du dip à 75K, tu prends des bénéfices sans aucun doute? Oui, oui, oui. Oui, je commence à en prendre. Je commence à en prendre. Si j'étais rentré à 75K, oui, je commencerais à en prendre. Pourquoi? Et je dis pas de les prendre en euros, attention, parce que ça déclenche un élément imposable. De les prendre en stablecoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, une personne qui prend des bénéfices ne s'en voudra jamais. Je connais personne. Et vraiment, je vous dis, je ne connais personne, parce que ça fait des années que je côtoie des milliers de personnes dans le secteur de la crypto. Je ne connais personne qui s'est dit, ah là, je regrette d'avoir pris des bénéfices. Par contre, le nombre de personnes que je connais qui dit, j'aurais dû prendre des bénéfices, à ce moment-là, si j'avais su, j'aurais pris des bénéfices. Il y en a, mais une quantité industrielle. Vraiment, on pourrait en faire un élevage tellement il y en a. Donc oui, prends des bénéfices au fur et à mesure. Les personnes qui te disent BTC 500 000, 300 000 et autres, ils ont peut-être un intérêt. Si tu regardes tous les modèles mathématiques qui sont historiques et que tu peux appliquer aujourd'hui, c'est pas la tendance que ça donne. Le top aujourd'hui, il faudrait que je le recalcule pour vous donner un ordre d'idée. On l'a déjà fait dans l'accompagnement, on l'a déjà présenté dans l'accompagnement de groupe. Aujourd'hui, pour moi, je ne le vois pas. Comme je vous dis, c'est possible, il y a la probabilité derrière. Est-ce que tu vas attendre vraiment que ça atteigne 300 000 pour prendre des bénéfices? Je pense que c'est une mauvaise idée. Alors, selon toi, les bitcoins accumulés ne doivent être jamais vendus pour être conservés sur le long terme ou bien prendre des profits dessus et puis à un moment en racheter à bas prix pour en avoir plus? Et bien ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est pareil, ça dépend de ton profil. Il y a plusieurs types de personnes et même je vais te dire tout simplement, moi, au sein de ma famille, comment ça se gère pour que tu puisses un peu voir cette vision des choses. Tu as 2 types de profils. Tu as les personnes qui se disent: «OK, j'achète et je ne m'en occupe plus et je l'oublie pour les 20 prochaines années». Donc là, c'est des personnes qui vont accumuler du BTC en DCA. Exemple, Stratégie, la société MicroStrategy qui est devenue Stratégie. Ils en achètent quel que soit le prix et ils le gardent sur des années et des années. Moi, je vous en ai déjà parlé pendant un live de ça. J'ai mis en place un peu une nouvelle, comment on dit? Heu, une nouvelle tradition. C'est-à-dire que dans ma famille, quand un nouvel enfant, naît et autres, historiquement, les grands-parents donnaient, des pièces d'or pour que l'enfant, si un jour il ait besoin de quoi que ce soit, il ait, toujours un petit pécule de côté. Après, la génération d'après a ouvert des livrets A parce que c'était un petit peu la tendance, il y avait un petit peu de rendement dessus. Et justement, je sais que moi, ma génération, ben, on offre un ledger ou un portefeuille physique qui soit assez sécurisé et qu'on dépose du BTC dessus. Parce que pour moi, ça a la même valeur. Et justement, ces BTC-là n'ont pas vocation à être vendus avant 15 ou 20 ans. Et même si c'est des petites sommes qu'aujourd'hui que vous déposez dessus, si vous le faites de manière régulière, une fois par an, une fois tous les 2 ans, ça permettra d'avoir un portefeuille qui vaudra peut-être plusieurs milliers d'euros dans quelques années, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros dans quelques années. Et après, la personne en fera ce qu'elle veut. Mais tu vois, je trouve que c'est hyper important. Et après, il y a des personnes, comme dans mon cas, ou des personnes, je pense peut-être comme le vôtre, où en fait, on a le nez dans les cryptos beaucoup plus régulièrement. Et nous, c'est vraiment une passion. Et bah, je vais vous présenter mon écran parce que c'est vrai qu'on vous en parle, mais on ne vous montre pas souvent les chiffres. Et je pense que c'est important d'être conscient de ça. Hop. Alors, juste, je masque ton commentaire parce que ça cache une partie de l'écran de ce que je vais présenter. Donc ici, hop, on va se mettre sur la partie TradingView. TradingView, c'est un outil qui permet de visualiser un petit peu les charts. On va se mettre même en monthly. Hop.
On va prendre un petit peu comme ça. Attendez, je suis avec, comme je vous dis, je suis pas chez moi, j'ai juste mon pad. Hop, on va essayer de faire de cette manière-là. Là, on n'a pas tout l'historique des cryptos. Il faudrait prendre un autre chart qui s'appelle le BLX, hein. Mais si on prend à peu près le sommet, là, en 2017 et la correction, on a eu à peu près moins 85. D'accord? On va faire pareil en 2021. On va prendre la mèche et on va prendre le bottom, moins 72. On se dit qu'OK, à chaque fois, à chaque cycle, il y a des corrections qui sont de moins en moins fortes. On se met bah là sur la mèche qu'on a aujourd'hui. On descend ne serait-ce qu'à moins 60%. Ça fait un Bitcoin à 70 000, si on veut pas trop s'embêter. Est-ce que vous êtes prêt à vous prendre une correction de moins 60, moins 70, moins 80, moins 90% sur ne serait-ce que votre BTC? Si on se dit quelle est la correction prochaine, ce sera de 60%. Je ne pense pas, je pense qu'elle sera de plus. Mais si on se dit qu'OK, elle sera de moins 60%. Est-ce que vous êtes prêt à perdre 60% de votre portefeuille à ce moment-là? À vous de voir. Il y en a qui se disent oui, oui, moi, il n'y a pas de souci, je suis prêt et je continuerai de racheter. Et il y a beaucoup de personnes, et j'en fais partie, où je me dis je préfère vendre au fur et à mesure, prendre mes stablecoins. Et quand on arrive sur des moments où il y a des zones d'accumulation, hein, vous voyez que ces zones-là, mince, hop, attendez, on va prendre le pinceau. Ces zones-là, regardez, elles sont quand même assez longues, hein. Même si vous achetez ici, on parle de juin 2022 à novembre 2023. 1 an et demi pour faire du DCA. Pour acheter entre 15 000 et 35 000 et 40 000. Allez, si on veut prendre le haut de la bougie. Vous avez largement le temps d'en racheter à des prix qui sont beaucoup plus intéressants. Donc, vous aurez le temps d'en accumuler beaucoup plus. Donc, voilà, il y a deux visions complètement qui s'opposent. Et ces deux visions, moi, je suis totalement au clair avec. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vision. Après, c'est à vous de voir ce que vous attendez du marché. Si vous êtes prêt à vous prendre cette déculottée et de continuer d'investir dessus, si vous avez une vision à 20 ans, soit vous dites je vais jouer l'intracycle. Voilà Fabi qui dit par exemple, vous devez prendre vos bénéfices car vous ne savez pas ce que la vie vous réserve, profitez tant que vous êtes en vie ou en bonne santé, un petit conseil. Oui, après, c'est comme tout, c'est comme les assurances vie, vous pouvez cumuler, vous faire grossir votre patrimoine et le laisser de côté et peut-être le léguer aussi à vos enfants, à vos petits-enfants. Le plus riche du cimetière ne sert à rien, ça c'est totalement vrai et il y a une phrase qui m'a marqué d'une personne qui coachait des multimillionnaires, multimilliardaires et qui m'a dit: «Un linceul n'a pas de poche». Elle n'est pas de lui la phrase, mais c'est totalement vrai. Donc oui, vous enterrer avec votre or, c'est pas la bonne chose. Après être criblé de dettes, c'est pas la bonne chose. Léguer des choses à vos enfants, c'est aussi possible et c'est pareil, les cryptos, vous avez la possibilité de les léguer légalement. Il faut aller avoir la bonne méthodologie, il faut avoir les bonnes procédures. Nous, on a pas mal travaillé avec des avocats et justement, on a fait un module spécial dans Crypto Investisseur à ce sujet-là, parce que c'est hyper important. Je vois beaucoup trop de personnes qui ont atteint un certain capital, qui demain, il leur arrive un accident. Je vous le souhaite pas, mais la vie est faite comme elle est faite. Demain, vous traversez la rue, vous faites renverser par un camion. Merci, au revoir. Si votre famille s'assoit sur des centaines de milliers d'euros, voire des millions en crypto, ça serait dommage. Ça serait dommage. Et que faire de ça après les 20 ans? Il va falloir les échanger en euros. Alors ça, justement, c'est une question de référentiel. Dans la tête de beaucoup de personnes, le référentiel à l'heure actuelle, si on prend le marché européen, c'est l'euro. C'est-à-dire parce que vous vivez en euros. Vous achetez votre baguette de pain avec des euros, vous payez vos impôts avec des euros, vous achetez ce que vous voulez, vous payez des services avec des euros. Dans certains pays, c'est plus possible. J'étais au Laos il y a quinzaine de jours, à peu près. Leur monnaie, elle est éclatée. Le kip laotien, il est éclaté. Donc, il y a beaucoup de personnes qui acceptent du dollar américain et qui préfèrent être payés en dollars américains plutôt qu'en kip. J'étais en Argentine il y a de ça 2 ans. L'inflation est tellement forte qu'en fait, les prix de tout ce qui a de la valeur sont en dollars américains et ne sont pas en pesos argentins. Ça s'est un peu calmé avec Javier Milei, mais bon. Donc, ça dépend du référentiel. Après,
Si vous allez dans des pays où la crypto est beaucoup plus développée, en France, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait, je crois, 300 points de vente et services qui acceptaient la crypto, ce qui est très peu au final. Mais si vous êtes dans des pays où c'est vraiment développé, parce qu'il y a des sanctions économiques souvent ou qu'il y a une inflation qui est très forte, bah, en fait, votre référentiel, c'est la crypto. Ça peut être des stablecoins, parce que c'est quand même plus simple de compter en stablecoin, ou ça peut être directement du BTC. Et là, je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, il y a un peu une guéguerre, une proposition que je trouve un peu stupide. Vous avez les BIP, qui sont les Bitcoin Improvement Protocol, qui sont les améliorations du protocole Bitcoin au fur et à mesure du temps. Et ils veulent renommer la plus petite unité du Bitcoin, qui s'appelle le Satoshi, en Bitcoin. Donc, je vous imaginez même pas la confusion en fait de la chose. Moi, je suis vraiment pas pour ce genre de choses. Je préfère qu'on appelle ça des Satoshi. Voilà, en comptant Satoshi, c'est plus simple. Ou après, on a du BTC de cette manière-là. Donc, ce sera à toi de voir. Si dans 20 ans, la norme, c'est de payer en BTC de partout, bah, tu payeras en BTC. C'est comme ça. Si dans 20 ans, c'est un CBDC, et je pense que dans 20 ans, ça sera un CBDC, en Europe en tout cas, la manière dont ils font, évoluer les choses, bah, tu compteras dans le CBDC en question. L'euro, il a une date de péremption qui est juste très courte en fait. Et si demain, on a une hyperinflation sur l'euro, chose que j'espère pas parce que ça serait quand même assez grave, mais on tend à avoir une inflation qui est quand même très forte dessus, et bah, c'est pareil. Tu vas dire aujourd'hui ton BTC, il vaut 110 000 $. Ok, qu'est-ce que tu fais avec 110 000 $ en France à l'heure actuelle? Dans 20 ans, le BTC, il vaut 1 million. Je vous donne des chiffres comme ça arbitraires. Avec 1 million, qu'est-ce que tu pourras faire? Est-ce que tu pourras faire plus qu'avec 110 000 $ d'aujourd'hui ou moins? Et ça, c'est ultra important. Il vaudrait mieux compter en fait en pouvoir d'achat. Je pense que le vrai référentiel qu'il faut que vous ayez en tête, c'est le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que avec un BTC, combien je peux acheter de pain? Combien je peux faire de courses? Ça, c'est un vrai référentiel. Il y en a qui vont dire, il y a le CPI. Le CPI qui est un indice qui permet de représenter le pouvoir d'achat. Le problème, c'est que ça fait des années qu'on sait qu'il a été tronqué des valeurs qui sont les plus importantes. Ils ont enlevé tout ce qui coûtait réellement cher dedans en disant l'inflation elle est maîtrisée, regardez, vous gardez votre pouvoir d'achat. Ce qui est complètement faux. Et vous avez pu le voir quand il y a eu des injections de liquidités qui ont été post-Covid. Il y a des pays où l'inflation a suivi réellement, l'inflation des matières premières et autres a suivi réellement l'inflation réelle. Et il y a des pays où ils ont mis des boucliers économiques qui sont ni plus ni moins que le fait de masquer l'inflation et qui fait que ça explose beaucoup plus tard. La France en fait partie. J'étais en Estonie à cette époque-là. Il y a eu entre 25 et 30 % d'inflation sur l'année. Quand vous alliez vous faire vos courses, 25 à 30 % en plus sur votre caddie de course, vous le sentez passer, hein, vous le voyez. Et pour avoir échangé avec la ministre des Finances là-bas, l'avantage, c'est que c'est des petits pays et donc quand vous échangez, quand vous êtes dans des clubs d'affaires, vous rencontrez tout de suite les très haut placés et ces personnes-là, elles ont des salaires qui sont courants. C'est-à-dire que la personne, elle touchait 2 000 € par mois. Donc elle, quand il y a 30 % d'inflation, elle le prend comme tout le monde et donc elle prend des mesures qui sont beaucoup plus saines sur le long terme. Oui, ils savaient qu'ils allaient le payer à court terme, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus important. Bah, tu vois, par exemple, Pierre qui dit: «Oui, très juste, moi je divise déjà tout par rapport au SMIC et je vois le ratio. Avec 2 SMIC, mes parents achetaient un 100 m² à Paris il y a 30 ans». Aujourd'hui, je pense que tu n'achètes même pas le placard à balai avec 2 SMIC. C'est le gros problème, en fait. Ouais, mais après, ne me lancez pas sur la politique, s'il vous plaît, en France, parce que j'ai mon propre avis, j'en suis parti, je suis très loin de ça. Et juste pour la petite anecdote, c'était Bruno Le Maire à l'époque qui faisait la partie finance. Et la ministre des Finances estonienne me dit: «Mais j'adore échanger avec la France, vous êtes un pays euh, où votre ministre ne sait pas compter. Donc tout ce qu'on lui demande, il nous dit amen, en fait. Donc on en abuse». Et quand elle m'a dit ça, je dis: «Mais franchement, profitez-en». Je dis: «Vous êtes un petit pays, profitez-en». C'est moche, mais si vous savez compter, que vous avez un peu d'intelligence, profitez-en. Et bon, c'est comme ça. Euh, Surtout qu'un jour, on va augmenter la divisibilité et donc il y aura des unités en dessous du Satoshi. Pourquoi on va augmenter? Il y a pas de raison d'augmenter la divisibilité en fait.
Et c'est juste que le BTC, et j'en parle assez souvent, pour moi, a perdu une partie de sa fonction première. L'objectif initial, c'était de faire un échange système pair à pair totalement décentralisé. Aujourd'hui, de par la mécanique du BTC, c'est compliqué de l'utiliser au quotidien. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est compliqué d'aller acheter une baguette de pain et autres avec. Il y a des surcouches comme Lightning Network et autres qui seraient adaptées pour, mais de par la fluctuation vis-à-vis du référentiel des monnaies fiduciaires, c'est compliqué. C'est beaucoup plus simple d'aller payer avec un stablecoin parce qu'on a un équivalent qui va moins bouger. C'est un petit peu comme l'or à la base, effectivement, c'est un moyen d'échange qui est très pratique lorsqu'on a besoin d'échanger des très grosses valeurs à travers le monde. Par contre, pour payer au quotidien, vous n'allez pas dans votre boulangerie et vous payez avec une pièce d'or. La plupart des pièces qu'on a aujourd'hui, c'est d'autres alliages qui n'ont aucune valeur en fait. Donc c'est exactement la même chose. Donc pour moi aujourd'hui, c'est une réserve de valeur, beaucoup plus qu'un moyen de paiement. Tu utilises Swift ou SEPA pour ta baguette de pain? Ni l'un ni l'autre. Soit je paye avec du cash. En Thaïlande, je paye par exemple avec un QR code en fait. C'est des scans, c'est des applis qui sont faites pour ça. Mais après, Swift, c'est juste un système américain qui était mis à disposition du monde entier pour faire des échanges et pour tracer l'ensemble des choses. Et la preuve, c'est qu'en Asie, ils commencent à s'en détacher de plus en plus pour avoir une certaine indépendance et passer sur un réseau alternatif qui est en train de proposer par nos amis les Chinois. Et c'est pas, c'est pour le modèle européen. C'est juste des normes pour déplacer de l'argent, en fait, c'est tout.